Un silence sépulcral s'abattit sur la salle d'audience. Chacun cessa de respirer en regardant une toute petite fille de 11 ans aux longs cheveux châtains marcher vers l'estrade. Le cliquetis de ses souliers résonnait sur le plancher de bois. Elle était vêtue d'une simple robe écarlate, manifestement trop ample pour sa frêle constitution. Dans ses mains fébriles, elle étreignait une chemise cartonnée usée contre son torse. Le juge Pierre Leclerc, un homme mûr aux cheveux poivre et sel et au regard vif, siégeait derrière son haut pupitre en bois. Drapé dans sa robe de magistrat noir, il considéra la fillette avec des sourcils arqués. « Jeune demoiselle, que faites-vous ? Veuillez vous asseoir. Nous sommes dans un tribunal. » Votre honneur, l'interrompit la jeune fille, la voix tremblante mais audible. « Mon nom est Manon Dubois. L'homme assis là-bas est mon père, Stéphane Dubois. » D'un geste, elle indiqua un homme efflanqué, à l'air las, portant un costume gris démodé, assis au banc des accusés. « Et je défendrai mon père moi-même, car nul autre ne dira la vérité. » Une onde de choc parcourut la salle d'audience. Des exclamations de surprise et un brouhaha de chuchotements s'élevèrent. Plusieurs personnes se mirent debout. Silencio. Le juge Leclerc abattit son marteau avec force. Le bruit sec et net imposa le silence. Maître Christophe Vidal, le procureur sanglé dans son costume onéreux, se leva vivement, un sourire narquois aux lèvres. « Votre honneur, c'est grotesque. Il faut faire sortir cet enfant. J'ai des preuves. » s'exclama Manon en levant son dossier. « La preuve que mon père est innocent. La preuve qui révèle qui a véritablement dérobé l'argent. » Un silence absolu s'installa. Le juge Leclerc la fixait. Le sourire du procureur s'évanouit. Stéphane, le père de Manon, sentit des larmes inonder son visage. « Manon, mon trésor, tu n'es pas obligé. » Manon se tourna vers lui, les yeux également humides. « Si, papa. Si les grandes personnes refusent de se battre pour toi, alors je le ferai. » Le juge ôta ses lunettes et se massa les tempes. Enfin, il posa de nouveau son regard sur Manon. « Enfant, articula-t-il posément. Avez-vous conscience de ce que vous dites ? Votre père est inculpé pour le vol de 50 000 €. D'éminents avocats ont étudié cette affaire. Les charges qui pèsent sur lui sont accablantes. Les charges sont fabriquées, affirma Manon, la voix soudainement ferme. Et j'en ai la preuve. Un nouveau souffle de stupeur traversa l'assemblée. Le juge Leclerc se pencha, scrutant le visage résolu de la fillette. Une lueur dans son regard l'incita à la prudence. Après une longue pause, il prit la parole. « Voilà 32 ans que je suis juge, et je n'ai jamais rien fait de tel, mais je vous autorise à parler. » Il fit un signe en direction de maître Lucas Moreau, l'avocat angoissé de Stéphane. « Vous l'assisterez pour présenter ces éléments de preuve dans les règles. » Maître Vidal se leva, le teint empourpré. « Votre honneur, je proteste. C'est une entorse à toutes les procédures. » Protestation enregistrée. « Asseyez-vous, maître Vidal. » La voix du juge était sans appel. « Je suis maître en mon tribunal. » Manon fut submergée par un sentiment de soulagement. Elle se retourna une dernière fois vers son père. Stéphane esquissa un sourire à travers ses larmes, le premier sourire authentique qu'elle voyait depuis des mois. Ses lèvres formèrent un « je t'aime » silencieux. Manon chassa ses larmes et se tourna à nouveau vers le juge. « Votre honneur, » commença-t-elle en ouvrant sa chemise cartonnée. « Il faut que je vous parle de mon père, de l'homme qu'il est, de la vérité des faits, et de la personne qui a ruiné nos existences. » La salle d'audience était suspendue à ses lèvres. Tous les regards convergeaient vers la petite fille au dossier élimé et au cœur vaillant. « Bonjour chers amis, et bienvenue dans notre récit. Avant que nous ne commencions, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner. Indiquez-nous également dans les commentaires depuis où vous nous suivez. Paris, Lyon, Marseille, ou Nice ? Nous sommes curieux de le savoir. Manon et son père, Stéphane, habitaient un modeste appartement dans un quartier paisible de la ville. Le logement comprenait 2 chambres, une cuisine exiguë et une salle de séjour meublée à l'ancienne. La peinture des murs était passée et le divan arborait une petite estafilade, mais c'était leur foyer, et ils y goûtaient au bonheur. Stéphane était comptable pour une PME du centre-ville. Chaque matin, il se levait aux aurores, préparait le petit déjeuner de Manon ainsi que sa gamelle pour l'école.
Il revêtait ses costumes les plus soignés pour le travail et déposait toujours un baiser sur le front de Manon avant de s'en aller. « Travaille bien à l'école, mon cœur », lui disait-il avec un sourire affectueux. « Promis, papa, je t'aime », lui répondait Manon en l'enlaçant avec force. La mère de Manon était morte alors que Manon n'avait que 5 ans, victime d'un accident de la route. Manon gardait le souvenir du rire de sa mère et de la chaleur de ses bras, mais ces souvenirs se délitaient comme de vieilles photographies. Stéphane conservait un cliché d'elle sur une étagère du salon, une femme magnifique aux cheveux bruns et au regard doux, qui souriait à l'objectif. Parfois, Manon surprenait son père contemplant cette photo avec un air mélancolique. Mais dès qu'il s'apercevait du regard de Manon, il souriait et la serrait contre lui. « Ta maman serait tellement fière de la jeune fille que tu es en train de devenir », lui soufflait-il à l'oreille. Leurs moyens étaient limités. Le salaire de Stéphane couvrait juste le loyer, les courses et les frais de scolarité de Manon, mais il ne restait presque rien. Manon portait des vêtements de ses cousines plus âgées. Il n'avait pas les moyens de manger au restaurant ou de partir en vacances comme d'autres familles, mais cela importait peu à Manon. Tous les samedis, Stéphane l'accompagnait à la bibliothèque municipale, où ils choisissaient des livres ensemble. Le dimanche, ils se promenaient jusqu'au parc avec du pain sec pour les canards. De temps en temps, pour marquer une occasion spéciale, Stéphane ramenait une petite crêpe salée, qu'ils dégustaient en regardant un film sur leur vieille télévision. « On n'a pas grand-chose, Manon », lui confiait Stéphane. « Mais on ça l'un l'autre, et ça, c'est plus précieux que tout l'or du monde. » Manon en était convaincue. Son père était son modèle. Il travaillait d'arrache-pied. Il était intègre. Et il l'aimait par-dessus tout. Chaque soir, avant qu'elle ne s'endorme, Stéphane venait s'asseoir sur le bord de son lit pour discuter de leur journée. « Qu'est-ce que tu as appris d'intéressant à l'école aujourd'hui » s'enquérait-il. Manon lui racontait son cours de calcul, le conte lu par son institutrice, ou la partie de Marelle à la récréation. Stéphane buvait ses paroles comme si elles étaient les plus importantes qui soient. Ensuite, il récitait une prière avec elle. « Nous te remercions de nous avoir protégés aujourd'hui. Merci pour notre toit et notre pain. S'il te plaît, veille sur nous demain et pour toujours. » L'existence était simple. L'existence était douce. L'existence était bonne. Mais 7 mois plus tôt, tout avait basculé. Cela avait commencé un soir où Stéphane était rentré du travail, rayonnant d'une joie que Manon ne lui avait pas connue depuis des lustres. Ses yeux pétillaient et un large sourire illuminait son visage. « Manon, tu ne devineras jamais ce qui est arrivé aujourd'hui. » lança-t-il en la soulevant dans les airs pour la faire tournoyer. « Quoi ? Raconte, papa. » s'esclaffa Manon, agrippée à ses épaules. Stéphane la reposa délicatement et s'accroupit face à elle, lui prenant les mains. « Tu te souviens, je t'avais parlé d'un grand projet sur lequel je travaillais ? Eh bien, l'associé de mon directeur, Monsieur Nicolas Mercier, a été impressionné par mon travail. Il m'a dit que j'étais vif et compétent, et il veut créer une nouvelle société avec moi. » Les yeux de Manon s'arrondirent. « Pas possible ? C'est fantastique, papa. » Oui. Monsieur Mercier propose qu'on soit associé, à 50-50e. Il fournit le capital de départ, et je m'occupe de la gestion comptable et financière. Si ça réussit, on pourrait vraiment bien gagner notre vie, Manon. On pourrait s'installer dans un plus grand appartement. Je t'achèterai des habits neufs. On mettrait de l'argent de côté pour tes études supérieures. Des larmes de bonheur perlaient dans les yeux de Stéphane. Après tant d'années de vaches maigres, notre situation va enfin s'améliorer. Manon se jeta au cou de son père. Je suis tellement fier de toi, papa. Dans les semaines qui suivirent, Stéphane se dépensa sans compter. Il rentrait tard le soir, épuisé mais comblé, des liasses de documents sous le bras. Il s'installait à la petite table de la cuisine pour éplucher chiffres et contrats, tandis que Manon faisait ses leçons à ses côtés. « Papa, tu devrais souffler un peu », lui disait Manon, soucieuse de son air exténué. « Bientôt, mon cœur. Je dois juste m'assurer que tout est irréprochable. Monsieur Mercier me fait confiance avec une somme considérable. Je ne peux pas me permettre la moindre erreur. » Monsieur Nicolas Mercier était un homme d'affaires prospère dans la cinquantaine. Cheveux grisonnants, costumes impeccables et un sourire éclatant qui dévoilait une dentition parfaite.
Il se déplaçait dans une berline de luxe et arborait une montre en or dont la valeur dépassait probablement le salaire annuel de Stéphane. La première fois que Manon le vit, il était venu à leur appartement pour un rendez-vous de travail avec son père. « Voici donc votre fille, dit monsieur Mercier en lui tendant la main. Votre père ne tarit pas d'éloges à votre sujet. Il paraît que vous êtes la première de votre classe. » Manon sourit avec une certaine gêne. « Merci, monsieur. Je vous en prie, appelez-moi monsieur Mercier. Votre père et moi sommes désormais associés. » Il se tourna vers Stéphane. « Vous avez bien de la chance, Stéphane. La famille, il n'y a que ça de vrai. » Stéphane sourit avec orgueil. « Elle est ma raison de vivre. » Monsieur Mercier paraissait sympathique. Il avait apporté un petit présent pour Manon, un ouvrage de vulgarisation scientifique, en lui recommandant d'être assidu dans ses études. Le savoir est la clé de la réussite, avait-il déclaré. Manon l'avait trouvé aimable, et son père lui accordait une confiance aveugle. La nouvelle société fut baptisée Services Financiers Mercier et Dubois. Monsieur Mercier injecta 50 000 € sur le compte de l'entreprise en guise de fonds de démarrage. La mission de Stéphane était de gérer ces fonds, de régler les factures, de s'acquitter des impôts et de tenir une comptabilité rigoureuse de chaque centime dépensé. C'est l'occasion de bâtir quelque chose de solide, confia un soir Stéphane à Manon. De t'offrir une vie meilleure, de faire honneur à la mémoire de ta mère. Pendant 2 mois, tout se déroula à merveille. La société acquérait ses premiers clients. Les rentrées d'argent suivaient. Stéphane travaillait d'arrache-pied, consignant chaque opération avec une minutie exemplaire. Il était si méticuleux, si intègre, si résolu à faire de ce projet un succès. Et puis, un lundi matin, le château de cartes s'effondra. Stéphane était à son bureau quand 2 agents de police firent irruption. Ils se dirigèrent sans hésiter vers lui, sous le regard médusé de ses collègues. Stéphane Dubois, lança l'un des agents. « C'est moi, » répondit Stéphane en se levant, perplexe. « Vous êtes en état d'arrestation pour vol et escroquerie. » Le visage de Stéphane devint cireux. « Comment ? C'est une méprise. Vous avez le droit de garder le silence. » L'agent commença à lui notifier ses droits tout en lui passant les menottes. Les collègues de Stéphane restaient bouche bée. Certains chuchotaient. D'autres dégainèrent leur téléphone pour filmer la scène. « Je vous en prie, c'est une erreur, » répéta Stéphane, au comble du désarroi. « Je n'ai rien dérobé. Examinez les comptes. Examinez tout. » Mais les agents restèrent sourds à ses protestations. Ils le firent sortir de l'immeuble, menotté, sous les regards et les messes basses. Le même jour, à l'école, on vint chercher Manon pour la conduire au bureau du directeur. En y pénétrant, elle y trouva une femme en tailleur gris qui l'attendait. « Bonjour, Manon. Je suis Madame Sophie Girard, des services de l'aide sociale à l'enfance. » Le cœur de Manon s'emballa. « Où est mon papa ? Il va bien ?» Le visage de Madame Girard était empreint de compassion, mais son ton était grave. « Ton père a été placé en détention, mon enfant. Il est soupçonné d'avoir détourné des fonds de son entreprise. En attendant que cette situation s'éclaircisse, nous devons te trouver un hébergement provisoire. » Non. Les yeux de Manon s'inondèrent de larmes. Mon papa n'a rien volé. Jamais il ne ferait une chose pareille. Il est droit. Il est bon. Je conçois ton chagrin, mais... Je veux voir mon papa. Sanglota Manon. S'il vous plaît, j'ai besoin de lui. Mais ses pleurs et ses supplications n'y firent rien. Cette nuit-là, Manon dormit chez sa tante Sylvie Lambert, la sœur cadette de son père. Tante Sylvie habitait de l'autre côté de la ville, dans une maison de campagne avec son époux et leurs 3 enfants. L'endroit était exigu et animé, mais tante Sylvie fit tout son possible pour que Manon s'y sente bien. « Ton père s'en sortira, mon ange », lui assura tante Sylvie en la prenant dans ses bras. « Ce n'est qu'un affreux malentendu. Tout va s'arranger. » Mais Manon ne trouva pas le sommeil. Allongée dans le lit de la chambre d'amis, elle fixait le plafond, l'esprit tourmenté par des pensées pour son père. Avait-il peur? Était-il seul? La croyait-il, elle aussi, coupable? Le lendemain, tante Sylvie conduisit Manon à la prison pour voir Stéphane. Ils prirent place dans un petit parloir, une épaisse paroi de verre les séparant.
Stéphane était de l'autre côté, vêtu d'un uniforme de prisonnier. Ses yeux étaient injectés de sang. Il semblait si épuisé, si abattu. Manon décrocha le combiné de son côté du hygiaphone. Stéphane fit de même. Papa. La voix de Manon était brisée. Oh, ma puce. Les larmes se remirent à couler sur les joues de Stéphane. Je suis si navré. Si navré que tu me vois dans cet état. Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'accuse-t-il d'avoir volé de l'argent? Stéphane secoua la tête. Je l'ignore, Manon. Monsieur Mercier prétend que 50 000 € ont disparu du compte de la société, les 50 000 qu'il avait versés au début. Il affirme que je les ai pris, mais c'est faux. Je te le jure, je n'ai pas touché à cet argent. Je te crois, papa. Je sais que tu es incapable de ça. La police a découvert des documents portant ma signature, autorisant le retrait des fonds, mais je n'ai jamais signé ces papiers, Manon. Quelqu'un a imité ma signature. On me tend un piège. Et je crois. Je crois que c'est l'œuvre de Monsieur Mercier. Les yeux de Manon s'agrandirent. Monsieur Mercier? Mais dans quel but? Je ne sais pas, mais c'est la seule explication logique. Stéphane appuya sa paume contre la vitre. Manon, écoute-moi bien. Tu dois rester chez tante Sylvie et être sage. Va en classe. Fais tes leçons. Ne te fais pas de soucis pour moi. Je vais trouver un moyen de me sortir de là. Mais, papa. L'avocat qu'on m'a commis d'office dit que le procès aura lieu dans 2 mois. Il va m'aider. Nous allons prouver mon innocence. Tout va rentrer dans l'ordre. Mais Manon décelait la terreur dans le regard de son père. Il ne croyait pas lui-même à ses paroles. Le temps de visite s'écoula trop vite. Au moment où le gardien emmenait Stéphane, celui-ci se retourna une dernière fois. Je t'aime, Manon. Ne l'oublie jamais. Moi aussi, je t'aime, papa. Manon pressa sa main contre la vitre, regrettant de ne pouvoir l'étreindre une dernière fois. Les jours qui suivirent furent les plus pénibles de l'existence de Manon. À l'école, les autres élèves chuchotaient sur son passage. Certains de ses amis prirent leur distance. À la cantine, elle déjeunait seule à une table isolée, sous les regards insistants et les messes basses de ses camarades. C'est la fille du voleur, entendit-elle un jour. Ma mère dit qu'il a piqué un paquet de fric, murmura un autre. Manon avait envie de hurler. De leur clamer que son père était innocent. Mais les mots ne sortaient pas, et ses yeux s'emplissaient de larmes. Son institutrice, Madame Valérie Rousseau, se montrait bienveillante. Ne fais pas attention à eux, Manon, lui disait-elle avec douceur. Reste digne. Mais c'était dur. Tellement dur. À intervalles réguliers, tante Sylvie emmenait Manon rendre visite à Stéphane en prison. À chaque fois, Stéphane paraissait plus amaigri, plus las, plus anéanti. Pourtant, il s'efforçait de sourire en voyant Manon, s'enquérait de sa scolarité, tentant de feindre la normalité. « Tes notes en calcul, ça va ?» demandait-il. « Oui, papa. J'ai eu la meilleure note de la classe. C'est bien ma fille. Je suis très fier de toi. » Mais Manon lisait la détresse dans ses yeux. Elle voyait à quel point cette épreuve le rongeait. Un soir, 3 semaines après l'incarcération de Stéphane, Manon surprit une conversation téléphonique de tante Sylvie dans la cuisine. Manon était censée être dans le salon à faire ses devoirs, mais la voix angoissée de sa tante l'incita à tendre l'oreille. « Je ne sais plus quoi faire, maman, » disait tante Sylvie à sa mère, grand-mère Monique Lambert. L'avocat de Stéphane est un bon à rien. Il daigne à peine lui adresser la parole. Il se contente de répéter que les preuves sont accablantes, que Stéphane ferait mieux de plaider coupable pour écoper d'une peine moins lourde. Le cœur de Manon se glaça. Plaider coupable? Alors que son père était innocent. Je sais, poursuivit tante Sylvie. Mais que veux-tu qu'on fasse? On n'a pas les moyens de s'offrir un ténor du barreau. Ces avocats coûtent une fortune. Stéphane a investi toutes ses économies dans cette affaire avec ce fourbe de Mercier. Elle marqua une pause. Oui, moi aussi je suis convaincu de l'innocence de Stéphane. Mais la conviction ne suffit pas. Le procès est dans 6 semaines, et si rien ne bouge,
mon frère finira derrière les barreaux. Les mains de Manon se mirent à trembler. Son père risquait la prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, et personne ne pouvait l'aider. Cette nuit-là, Manon ne ferma pas l'œil. Allongée dans le noir, elle ressassait la situation. Il devait y avoir quelque chose à faire. Un moyen de venir en aide à son père. Mais que pouvait bien entreprendre une fillette de 11 ans là où des avocats expérimentés avaient échoué? C'est alors qu'une phrase de son père lui revint en mémoire. Face à un problème, Manon, ne te lamente pas. Réfléchis. Fais travailler tes méninges. Cherche des indices. Trouve des solutions. Des indices. Manon se redressa dans son lit. Son père avait dit que sa signature avait été contrefaite. Que les documents étaient des faux. Que Monsieur Mercier l'avait piégé. Si c'était la vérité, des preuves devaient exister quelque part. Une preuve, un élément qui rétablirait les faits. Mais où chercher? Le lendemain, après les cours, Manon demanda à tante Sylvie si elle pouvait retourner à son ancien appartement. Le propriétaire m'a accordé un mois de plus pour nous organiser, expliqua tante Sylvie en ouvrant la porte. Mais il faudra bientôt vider les lieux-ci. Si ton père ne revient pas. L'appartement était froid et désert. Une odeur de renfermé flottait dans l'air. Manon erra de pièce en pièce, se remémorant des jours plus heureux. La cuisine où son père lui préparait son petit déjeuner. Le canapé où il regardait des films. Sa chambre, où ses peluches attendaient sur le lit. Je vais commencer à faire des cartons dans le salon, annonça tante Sylvie. Prends ce que tu veux dans ta chambre, mon cœur. Mais Manon ne se dirigea pas vers sa chambre. Elle alla dans celle de son père. La chambre de Stéphane était sobre et modeste, un lit, une armoire, un petit bureau sous la fenêtre. Sur le bureau, des piles de documents, factures, reçus, paperasses professionnelles que la police n'avait pas jugé utile de saisir. Manon s'installa au bureau et se mit à éplucher les papiers. Pour la plupart, des documents administratifs sans intérêt. Factures d'électricité, quittances de loyer, tickets de supermarché. Son père, en bon comptable, classait tout méticuleusement. C'est alors qu'au fond d'une pile, Manon avisa un dossier portant l'étiquette « Affaires Mercier et Dubois ». Son cœur se mit à battre plus fort. Elle l'ouvrit. Il contenait des copies de contrats, de relevés de comptes et d'autres documents d'entreprise. Manon n'y comprenait pas grand-chose. Le jargon était trop technique, truffé d'expressions comme « responsabilité fiscale », « apport en capital » et « devoir de fiduciaire ». Elle persévéra. Et finit par tomber sur un élément capital. Une copie du document attestant du retrait des 50 000 € du compte de la société. Le document qui servait de pièce à conviction principale contre son père. Manon examina la signature de son père au bas de la page. Elle l'avait vu des milliers de fois, sur des mots d'excuses pour l'école, des cartes de vœux, des dessins pour la fête des pères. Elle la connaissait par cœur. Et cette signature-là était anormale. Le S de Stéphane était trop courbe. Son père dessinait toujours des S nets et anguleux. Et le D de Dubois était trop étriqué. Les D de son père étaient habituellement en plaies généreux. La ressemblance était frappante, très frappante. L'auteur de ce faux s'était appliqué, mais l'imitation n'était pas parfaite. Les mains de Manon tremblaient d'une excitation fébrile. C'était une preuve. Une preuve que la signature était un faux. Mais qui la prendrait au sérieux? Elle n'était qu'une enfant. Les adultes se contenteraient sans doute de lui caresser la tête en disant « C'est mignon, ma petite », avant de passer à autre chose. Elle poursuivit ses recherches dans le dossier. Vers la fin, elle découvrit les relevés bancaires du compte de la société. Elle scruta les dates. D'après les relevés, les 50 000 € avaient été retirés le 15 mars à 14h30 précise. Le 15 mars. Manon ouvrit son sac et en sortit son cahier de texte. Elle chercha la date du 15 mars. Elle y avait noté « Papa vient à l'école pour la rencontre parents-professeurs de 14h à 15h ». Son cœur s'emballa. Son père se trouvait à son école pour une rencontre parents-professeurs au moment même où l'argent était prétendument retiré de la banque. Elle se souvenait parfaitement de cette journée. Son institutrice, Madame Rousseau, avait souhaité s'entretenir avec Stéphane de ses excellents résultats et lui proposer de l'inscrire en classe de mathématiques supérieures.
C'était la preuve irréfutable que son père ne pouvait pas être à la banque s'il était à l'école avec elle. Pourquoi son avocat n'avait-il rien vu? Manon continua à fouiller, l'esprit en ébullition. Elle cherchait un autre indice, n'importe quoi. Et elle trouva quelque chose qui lui coupa la respiration. La copie d'un courriel. La police l'avait certainement négligé lors de la perquisition. Le courriel, envoyé par Monsieur Mercier à Stéphane, était daté du 20 février, soit 3 semaines avant la disparition des fonds. Il disait, « Stéphane, après mûre réflexion, je constate que ce partenariat ne correspond pas à mes attentes. Je vais devoir récupérer prochainement mon investissement initial. Nous devrions discuter des modalités de dissolution de la société. » Manon relut le message plusieurs fois. Monsieur Mercier voulait récupérer son argent. Il voulait mettre un terme à leur collaboration. Et 3 semaines plus tard, il accusait Stéphane d'avoir volé ce même argent. C'était incohérent. Sauf si Monsieur Mercier avait lui-même retiré son argent avant d'en imputer la responsabilité à Stéphane. Mais pourquoi un tel stratagème? Manon se creusa la tête. En dissolvant simplement la société, Monsieur Mercier aurait récupéré ses 50 000 €, et rien de plus. Mais en accusant Stéphane de vol, celui-ci serait emprisonné, et Monsieur Mercier pourrait non seulement récupérer son argent, mais aussi lui réclamer des dommages et intérêts. Peut-être aussi que Monsieur Mercier avait des dettes et cherchait un moyen de faire disparaître cet argent. Le mobile exact lui échappait, mais son intuition lui criait que Monsieur Mercier était le coupable. « Manon, tout va bien ?» l'interpella tante Sylvie depuis le salon. « Oui, j'arrive. » Manon rassembla en hâte les documents cruciaux, le faux, le relevé bancaire, le courriel et quelques autres pièces. Elle les glissa précieusement dans son sac. Il fallait qu'elle les montre à quelqu'un. Quelqu'un qui l'écouterait. Quelqu'un qui pourrait l'aider. Mais qui? L'avocat de son père, que tante Sylvie jugeait incompétent. La police, qui avait déjà son coupable tout désigné. C'est alors que Manon se rappela une phrase de son institutrice, « Si vous cherchez la justice, adressez-vous aux tribunaux. C'est le rôle des juges. Ils examinent les preuves et rendent des décisions équitables. » Un juge. Il fallait qu'elle présente ses preuves au juge qui présiderait le procès de son père. Mais le procès n'était que dans 5 semaines, et elle n'était qu'une enfant. L'autoriserait-on seulement à parler? Sur le champ, Manon prit sa résolution. Elle ignorait comment elle s'y prendrait. Elle ignorait si on daignerait l'écouter. Mais elle tenterait sa chance. Son père s'était toujours démené pour elle. C'était à son tour de se battre pour lui. Les semaines suivantes, Manon travailla avec une ardeur sans précédent. Chaque jour après la classe, elle filait à la bibliothèque municipale au lieu de rentrer chez sa tante. Elle prétendit à cette dernière qu'elle révisait avec une camarade, ce qui n'était qu'un demi-mensonge. La bibliothèque était devenue sa meilleure alliée. Là, Manon passait des heures sur les ordinateurs, se documentant sur les tribunaux, les procès, les modes de preuve. Elle consultait des sites de vulgarisation juridique. Elle visionnait des vidéos sur le déroulement des audiences. Elle se familiarisa avec des termes comme « accusé », la personne poursuivie, procureur, le magistrat qui soutient l'accusation, pièce à conviction, un élément matériel de preuve, et, déposition, le récit d'un témoin. Elle apprit que lors d'un procès, chaque partie pouvait produire des preuves. Que des témoins pouvaient être cités à comparaître. Que des éléments cruciaux pouvaient être parfois omis ou écartés. Elle utilisa aussi la photocopieuse de la bibliothèque pour dupliquer tous les documents qu'elle avait trouvés, y consacrant son maigre argent de poche. Elle classa le tout dans un dossier, suivant les préceptes de son père pour l'organisation de ses cahiers. Elle rédigea des notes synthétiques, dans un langage clair pour elle. Pièce 1, signature imitée. La signature ne correspond pas à celle de papa. Le S est trop arrondi. Le D est trop étroit. Pièce 2, chronologie bancaire. Retrait effectué le 15 mars à 14h30. Papa était à la rencontre parents-professeurs de 14h à 15h. Ubiquité impossible. Pièce 3, courriel de M. Mercier. Démontre que M. Mercier voulait son argent. Démontre qu'il voulait cesser l'activité. 3 semaines avant d'accuser papa de vol. Manon fit une autre démarche. Elle rendit visite à son père en prison et l'interrogea.
Des questions précises. Papa, le 15 mars, quand tu es venu pour ma rencontre parent-professeur, est-ce que tu te souviens d'autre chose? Stéphane fit un effort de mémoire. Eh bien, après le rendez-vous avec ton institutrice, on s'est arrêté au café du coin, à côté de l'école. Tu te rappelles? Je t'ai offert un chocolat chaud. Tu as gardé le ticket? Le ticket? Stéphane parut étonné. Pourquoi? Puis ses yeux s'illuminèrent. Attends, je paie tout par carte. Le relevé de carte bancaire doit mentionner l'opération. Ce serait la preuve de ma présence. Où sont tes relevés de carte? Demanda Manon, fébrile. Ils doivent être dans mon bureau à l'appartement, dans un classeur relevé bancaire. Manon, pourquoi toutes ces questions? Manon lui serra la main à travers le verre. Je t'aide, papa. Je vais prouver ton innocence. Les yeux de Stéphane s'embuèrent. Manon, mon trésor, c'est trop lourd pour toi. Non, papa. Tu t'es toujours occupé de moi. À mon tour de m'occuper de toi. La fois suivante où tante Sylvie la conduisit à l'appartement, Manon trouva les relevés de cartes. Et la preuve était là, noir sur blanc, un débit au café du coin le 15 mars à 14h47, à 2 pas de l'école, au moment même où un retrait était censé avoir lieu à la banque à l'autre bout de la ville. Le trajet prenait 30 minutes en Renault 4. Une preuve de plus. Manon l'ajouta à son dossier. 2 semaines avant le procès, Manon se rendit au cabinet de l'avocat de Stéphane, maître Lucas Moreau, au centre-ville. Tante Sylvie avait consenti à l'accompagner, sans grand espoir. Cet homme daigne à peine répondre à mes messages, grommela-t-elle en gravissant les marches vers le bureau du 2e étage. Le cabinet de maître Moreau était exigu et mal rangé. Des dossiers s'entassaient partout. Le bureau croulait sous les tasses de café vides et les chemises cartonnées. Maître Moreau lui-même était un jeune homme d'une trentaine d'années, aux cheveux blonds en bataille et au regard las. Il semblait débordé. « Que puis-je pour vous ?» demanda-t-il sans lever les yeux de son écran. « Maître Moreau, je suis Manon Dubois, la fille de Stéphane Dubois. Je dois vous parler du dossier de mon père. » Maître Moreau lui lança un regard furtif et se reconcentra sur son ordinateur. « Écoute, petite, je sais que c'est une épreuve pour toi, mais... » « J'ai trouvé des preuves, le coupa Manon. Elle déposa son dossier sur son bureau. Des preuves de l'innocence de mon père. Maître Moreau laissa échapper un soupir las. Tout le monde prétend détenir la preuve qui innocentera un proche, mais l'accusation a un dossier en béton. Le mieux pour votre père serait de plaider coupable et d'espérer. Non. La voix de Manon était résolue. Mon père est innocent et je peux en apporter la preuve. Je vous demande juste de regarder ce que j'ai trouvé. Il y avait dans la voix de Manon une conviction qui fit que maître Moreau cessa de taper. Il la dévisagea, vraiment, pour la première fois. Puis il regarda tante Sylvie, qui haussa les épaules. 5 minutes, concéda-t-il. C'est tout le temps que je peux vous accorder. Manon ouvrit son dossier et lui exposa ses trouvailles, la signature contrefaite, l'emploi du temps qui disculpait Stéphane, le ticket de carte bancaire, le courriel de monsieur Mercier annonçant son intention de se retirer. Au fil de son exposé, l'expression de maître Moreau se transforma. Ses yeux s'agrandirent. Son air blasé fit place à un intérêt manifeste. Un instant, dit-il en saisissant le relevé bancaire. Vous affirmez que votre père était à une rencontre parent-professeur à l'heure exacte du retrait? Oui, et j'étais avec lui. Je peux en témoigner. Mon institutrice, Madame Rousseau, aussi. Elle s'en souvient. Maître Moreau s'empara d'un autre document. Et ce courriel. Il montre que monsieur Mercier voulait mettre fin à leur association avant même la disparition de l'argent. Il leva les yeux vers Manon, un éclair de respect dans le regard. Où avez-vous déniché tout ça? Dans le bureau de mon père. La police a été négligente. Ils ont laissé ces documents. Maître Moreau s'adossa à son fauteuil, se passant les mains dans les cheveux. Ça change la donne. Pourquoi votre père ne m'a-t-il rien dit de cette rencontre? Il a dû oublier. Il est tellement effrayé, tellement abattu. Il n'a plus les idées claires, expliqua Manon. Maître Moreau se mit à griffonner des notes. D'accord.
d'accord. C'est bon. C'est même excellent. L'expertise graphologique risque d'être longue et coûteuse, mais la chronologie, l'alibi, c'est du solide. Il regarda Manon. Vous avez mené une véritable enquête, petite. Une enquête de pro. Manon sentit une douce chaleur l'envahir. Enfin, quelqu'un l'écoutait. Pourrez-vous vous en servir pour aider mon père? Demanda-t-elle, pleine d'espoir. Je vais tout tenter. Je vais contacter votre institutrice pour recueillir sa déposition. Je vais demander une commission rogatoire pour obtenir les registres du café, s'ils existent encore. Et je vais étudier ce courriel de plus près. Maître Moreau esquissa même un demi-sourire. Votre père a une chance inouïe de vous avoir. Manon quitta le cabinet plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Mais son espoir fut de courte durée. Une semaine avant le procès, Maître Moreau appela tante Sylvie pour lui annoncer de mauvaises nouvelles. Manon écoutait depuis la pièce voisine. Comment ça, l'institutrice ne peut pas témoigner? S'exclama tante Sylvie. Elle était présente. Elle se souvient de la rencontre. Le cœur de Manon se serra. Le rectorat s'y oppose. Pour quelle raison? Tante Sylvie écouta en silence. Ils ne veulent pas être mêlés à une affaire pénale. C'est aberrant. Il en va de la liberté d'un homme. Nouveau silence. Et le café a effacé ses enregistrements vidéo au bout de 30 jours. Forcément. Tante Sylvie semblait abattue. Et le courriel? Manon retint son souffle. Le parquet estime qu'il ne prouve rien. Que monsieur Mercier était dans son droit de vouloir récupérer son investissement. Et que ça ne prouve pas qu'il a piégé Stéphane. Tante Sylvie s'effondra sur une chaise. Et maintenant? Qu'est-ce que ça implique pour le procès? Manon n'entendit pas la réponse de Maître Moreau, mais elle vit le visage de sa tante se décomposer. Je comprends, dit doucement tante Sylvie. Bien, merci d'avoir essayé. Elle raccrocha. Manon entra dans la pièce. Tante Sylvie, qu'est-ce qu'il y a? Sa tante la regarda avec des yeux tristes. Mon ange. Maître Moreau a bien tenté d'utiliser tes preuves. Il a vraiment tout essayé, mais ça ne suffit pas. L'Éducation nationale refuse que ton institutrice témoigne pour ne pas impliquer l'école. Le café n'a plus d'archives. Et le procureur soutient que le courriel ne disculpe pas ton père. Mais si. Il prouve que monsieur Mercier voulait son argent. Qu'il avait un mobile. Je sais, mon cœur. Je sais. Mais au tribunal, il faut plus que ça, apparemment. Il faut ce qu'ils appellent une preuve matérielle. Et sans la déposition de ton institutrice ou les enregistrements du café. La voix de tante Sylvie mourut. Alors, qu'est-ce qui va arriver à papa? Chuchota Manon, devinant la réponse. Maître Moreau dit. Il dit que ton père ferait mieux de plaider coupable. D'accepter une transaction. Pour écoper d'une peine moins lourde. Non. Les yeux de Manon s'emplirent de larmes. Papa n'a rien fait. Il ne peut pas aller en prison pour une chose qu'il n'a pas commise. Tante Sylvie la serra contre elle. Je sais, mon ange. Je sais que c'est injuste. Mais parfois. La vie est injuste. Mais Manon ne pouvait s'y résoudre. Elle ne s'y résoudrait pas. Cette nuit-là, dans le lit de la chambre d'amis, Manon prit sa décision. Si les adultes étaient impuissants à sauver son père, elle s'en chargerait elle-même. Elle irait à ce procès. Elle se lèverait. Elle présenterait ses preuves au juge. Elle raconterait la vérité sur la rencontre parents-professeurs. Elle les obligerait à l'entendre. Elle ignorait si sa démarche aboutirait. Elle ignorait si on lui accorderait la parole. Mais elle devait essayer. Les 6 jours suivants, Manon se prépara. Elle classa méthodiquement ses documents. Elle répéta son intervention, s'exerçant à voix basse devant le miroir. Elle consigna les points essentiels sur des fiches pour ne rien omettre sous le coup de l'émotion. Elle se renseignera sur les formules de politesse à l'égard d'un juge, votre honneur. Elle étudia la manière de présenter des pièces à conviction. Elle visionna des enregistrements de vrais procès pour s'imprégner de l'attitude et du langage des prétoires. Elle n'était qu'une enfant, une fillette de 11 ans armée d'un dossier.
Mais elle était aussi une fille qui aimait son père plus que tout au monde. Et l'amour, se dit-elle, donne du courage. Le jour du procès arriva. Manon se leva à l'aube et enfila ses plus beaux habits, une blouse blanche et une jupe bleue que son institutrice lui avait offerte. Tante Sylvie l'aida à se coiffer et à nouer ses cheveux en une queue de cheval impeccable. « Tu es très belle, mon cœur, » lui dit tante Sylvie. Mais son regard était voilé de tristesse. Elle ignorait tout du projet de Manon. Elle pensait qu'elle venait simplement assister à l'audience et soutenir Stéphane. Le palais de justice était un édifice imposant du centre-ville, avec de hautes colonnes et un large perron. À l'intérieur, boiseries sombres et marbre froid. L'écho de leurs pas se répercutait dans les vastes couloirs. Elles trouvèrent la bonne salle, la 4B, et y pénétrèrent. La salle d'audience était déjà bien remplie. Des bancs alignés comme dans une église. Au fond, l'estrade du juge et la barre des témoins. D'un côté, la table du ministère public, où siégeaient maître Christophe Vidal et maître Sandrine Leroy, tous deux affichant une assurance tranquille dans leurs costumes impeccables. De l'autre, la table de la défense, où Stéphane prendrait place avec maître Moreau. Manon et tante Sylvie s'installèrent au 3e rang. Manon serrait sa chemise cartonnée contre elle. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'on pouvait l'entendre. Le public continuait d'affluer. Journalistes, curieux, auxiliaires de justice. La salle était comble. Puis on fit entrer Stéphane. Il était menotté et portait l'uniforme de prisonnier. Il semblait si maigre, si épuisé, si résigné. En apercevant Manon, son visage se contracta et ses yeux s'embuèrent. Il articula un « Je t'aime » silencieux. Manon eut une envie irrépressible de courir vers lui, de le serrer dans ses bras, mais elle se retint. Elle ne put que le regarder tandis qu'un garde lui ôtait les menottes et qu'il s'asseyait à côté de maître Moreau. « La cour !» annonça un huissier. Tout le monde se leva à l'entrée du juge Leclerc, drapé dans sa robe de magistrat. C'était un homme d'un certain âge, aux cheveux gris et au regard pénétrant qui semblait sonder les âmes. Il s'installa à son pupitre et balaya l'assistance du regard. « Veuillez vous asseoir, » dit-il d'une voix grave et posée. Chacun regagna sa place. Le silence se fit. « L'audience est ouverte dans l'affaire ministère public contre Stéphane Dubois, » déclara le juge Leclerc. Monsieur Dubois est poursuivi pour vol et escroquerie portant sur une somme de 50 000 €. Avant d'entendre les déclarations liminaires, y a-t-il des questions préalables? Maître Vidal, le procureur, se leva. Non, votre honneur. Le parquet est prêt. Maître Moreau se leva, visiblement tendu. Votre honneur, la défense souhaiterait. C'est à cet instant que Manon se leva. Ses jambes flageolaient. Ses mains tremblaient au point de presque lâcher son dossier. Mais elle se leva et s'avança dans l'allée centrale. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Les sourcils du juge Leclerc se froncèrent. « Jeune demoiselle, que faites-vous » La voix de Manon n'était qu'un souffle. « Votre honneur, je dois parler. »« Rasseyez-vous, je vous prie. »« Ce n'est pas le moment. »« S'il vous plaît. » La voix de Manon gagna en assurance, en volume. Elle fit un pas de plus. « S'il vous plaît, votre honneur. Je m'appelle Manon Dubois. Cet homme est mon père. » Un murmure parcourut l'assistance. Manon continua d'avancer, le cliquetis de ses chaussures marquant le silence. Elle sentait tous les regards braqués sur elle. Elle voyait la stupeur sur le visage de son père. Elle voyait le sourire condescendant des procureurs. Mais elle continua d'avancer. « Votre honneur, » dit-elle, la voix claire et ferme à présent. « Je défendrai mon père moi-même, car nul autre ne dira la vérité. » Et le tribunal s'enflamma. Des exclamations fusèrent. Des gens se levèrent. Les journalistes prenaient des notes à la volée. Quelqu'un, au fond, lança « Elle a bien dit qu'elle allait défendre son père, cette gamine ?» Ordre. Ordre. Le juge Leclerc abattit son marteau avec vigueur. Clac. 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 Le son se répercuta dans la salle. Asseyez-vous et silence. Le tumulte s'apaisa, mais les chuchotements persistèrent. Maître Vidal bondit de son siège, le visage cramoisi. Votre honneur, c'est une mascarade.
Cet enfant doit se rasseoir sur le champ. Maître Leroy se leva à son tour. Nous ne pouvons tolérer un tel cirque. Il y a des règles, une procédure. J'ai dit ordre. Le juge Leclerc frappa de nouveau son marteau. Son regard acéré était fixé sur Manon, pétrifiée au milieu de l'allée, son dossier serré contre elle. Stéphane avait enfoui son visage dans ses mains, des larmes filtrant entre ses doigts. Maître Moreau était abasourdi, la bouche ouverte. Le juge se pencha. Jeune fille, approchez. Les jambes de Manon étaient en coton, mais elle s'avança jusqu'au pied de l'imposante estrade du juge. Elle devait lever la tête très haut pour le voir. Votre nom ? Demanda le juge Leclerc, la voix plus douce mais toujours empreinte de gravité. Manon Dubois, votre honneur. Sa voix tremblait à peine. Votre âge, Manon ? 11 ans, votre honneur. Le juge Leclerc ôta ses lunettes et les essuya lentement, tout en la scrutant. Un silence de plomb régnait dans la salle. Manon, reprit le juge avec mesure. Saisissez-vous la portée de ce qui se joue ici ? C'est un procès criminel. Votre père est accusé d'un délit très grave. Ce n'est ni un jeu, ni un exposé scolaire. Je le sais, votre honneur, répondit Manon. Et je sais que je ne suis qu'une enfant. Mais j'ai trouvé des preuves. De vraies preuves qui innocentent mon père, et personne ne veut m'entendre parce que je n'ai que 11 ans. Le juge resta silencieux un instant. Quel genre de preuves ? Manon brandit sa chemise cartonnée. Des documents qui montrent que la signature sur l'ordre de retrait est un faux. Des relevés bancaires qui prouvent que mon père était ailleurs au moment des faits. Un courriel qui montre que monsieur Mercier voulait son argent bien avant cette histoire. Et ma déposition. J'étais avec mon père au moment où il est censé avoir commis le vol. Je peux prouver son innocence. Maître Vidal se leva de nouveau. Votre honneur, je vous en prie. C'est totalement déplacé. Cet enfant n'est pas une avocate. Elle n'est pas habilitée à produire des preuves ou à interroger des témoins. Cette mise en scène est une perte de temps pour la cour. Maître Vidal, dit posément le juge Leclerc. J'exerce ce métier depuis 32 ans. J'en ai vu de toutes les couleurs. Mais je n'ai jamais vu une fillette de 11 ans se présenter à mon audience avec des preuves que l'avocat de son propre père aurait, selon elle, ignorées. Il se tourna vers Maître Moreau. Maître Moreau, étiez-vous informé de l'existence de ces preuves ? Maître Moreau se leva, mal à l'aise. Votre honneur, mademoiselle Dubois m'a en effet soumis certains documents il y a 2 semaines. J'ai tenté de les exploiter, mais j'ai buté sur des difficultés, notamment la disponibilité de témoins, et de ce fait. Il y a donc des éléments qui n'ont pas été convenablement instruits. Les sourcils du juge se haussèrent. Oui, votre honneur, mais... Le juge Leclerc le coupa d'un geste de la main. Il reporta son attention sur Manon, puis sur Stéphane, puis sur la salle bondée. Tous attendaient sa décision. Enfin, il parla. Je vais prendre une décision tout à fait exceptionnelle, annonça le juge. Mademoiselle Dubois, vous ne pouvez pas assurer la défense de votre père. La loi l'interdit. Toutefois, marqua-t-il une pause, je vais vous autoriser à déposer comme témoin. Vous pourrez verser vos documents au dossier et répondre aux questions sur ce que vous savez. Votre honneur, je m'insurge. La voix de Maître Vidal était tonitruante. C'est. Votre protestation est consignée, Maître Vidal. Mais je suis seul maître à bord de mon tribunal, et je veux entendre ce que cet enfant a à nous dire. Si ces preuves sont sans fondement, nous nous en rendrons vite compte. Mais s'il existe la moindre chance que des faits pertinents aient été négligés, il fixa le procureur droit dans les yeux, il est de notre devoir de les examiner. La justice prime sur la commodité. Asseyez-vous. Maître Vidal obtempéra, le visage congestionné par la colère. Le juge Leclerc se tourna de nouveau vers Manon. Maître Moreau vous assistera. Vous vous adresserez à moi par la formule votre honneur. Vous ne direz que la vérité. Est-ce bien compris ? Oui, votre honneur. La voix de Manon était désormais assurée. L'espoir gonflait sa poitrine. Huissier, faites prêter serment au témoin, ordonna le juge. Un huissier s'approcha de Manon et lui demanda de lever la main droite. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité,
rien que la vérité? Je le jure, affirma Manon sans hésiter. Veuillez prendre place à la barre. Manon se dirigea vers la barre des témoins, un siège surélevé à côté de l'estrade du juge, équipé d'un micro. Elle dut se hisser pour s'y asseoir. Une fois installée, elle posa son dossier sur la tablette devant elle. Toute l'assistance la dévisageait. Elle voyait son père pleurer en silence. Elle voyait tante Sylvie, les mains jointes sur sa bouche. Elle voyait les journalistes, penchés en avant, avides du moindre mot. Elle était morte de peur, mais elle était prête. Le juge Leclerc lui fit un signe approbateur. Mademoiselle Dubois, la parole est à vous. Dites à la cour ce que vous savez. Manon prit une longue inspiration. Elle ouvrit son dossier et en sortit la première pièce, l'ordre de retrait à la signature contrefaite. Votre honneur, commença-t-elle, sa voix amplifiée par le micro. Mon père n'a pas volé d'argent, et je vais vous le prouver. Pendant l'heure qui suivit, Manon déroula son argumentation, pièce par pièce. Elle présenta l'ordre de retrait au juge, expliquant pourquoi la signature était un faux. Mon père a signé pour moi des centaines de documents, des mots d'absence, des bulletins, des cartes de vœux. Je connais sa signature. Le S de Stéphane est toujours net et pointu, comme une flèche. Regardez celui-ci. Il est tout en courbe. Et le D de Dubois est toujours large et délié. Celui-ci est petit et contracté. Quelqu'un a tenté d'imiter son écriture, mais ce n'est pas parfait. Maître Vidal intervint. Votre honneur, cet enfant n'est pas graphologue. Son avis sur une signature est sans valeur. Mais le juge Leclerc se pencha, examinant le document à travers ses vers. La cour tiendra compte de sa déposition au même titre que des autres éléments. Poursuivez, mademoiselle Dubois. Manon présenta ensuite le relevé bancaire. Ce document montre que les 50 000 € ont été retirés de la banque le 15 mars à 14h30. Or, mon père n'était pas à la banque ce jour-là. Il était avec moi. Où était-il? S'enquit le juge Leclerc. À mon école, votre honneur. Pour une rencontre parent-professeur avec mon institutrice, Madame Rousseau. Le rendez-vous était fixé de 14h à 15h. Mon père ne pouvait pas être à la banque en train de retirer de l'argent pendant qu'il était à mon école en entretien avec mon institutrice. Des murmures s'élevèrent. L'information était nouvelle, même pour le parquet, qui parut surpris. Avez-vous une preuve de cette rencontre? Demanda le juge. Mon institutrice s'en souvient, votre honneur, mais l'école refuse qu'elle témoigne. La voix de Manon se chargea d'une pointe de frustration. Ils ne veulent pas être impliqués. Mais j'ai autre chose. Elle brandit le relevé de carte bancaire. Après la rencontre, mon père m'a emmené au café du coin, près de l'école. Il m'a payé un chocolat chaud. Regardez, c'est sur son relevé. 15 mars, 14h47. Café du coin, 412 rue du Chêne. C'est le café de mon école. Soit 17 minutes après le prétendu retrait à la banque. Et la banque est à l'autre bout de la ville. Le trajet prend 30 minutes en Renault 4. Elle vit le juge Leclerc prendre des notes. Son visage était grave, concentré. Maître Moreau se leva, ayant recouvré un peu d'assurance. Votre honneur, si vous le permettez, la défense souhaite verser officiellement ces documents au dossier. Le relevé de carte bancaire établit que M. Dubois se trouvait à l'opposé de la ville au moment des faits reprochés. Le ministère public souhaite examiner ces pièces, déclara maître Vidal en se levant. Vous en aurez l'occasion lors du contre-interrogatoire, rétorqua le juge Leclerc. Laissez le témoin terminer. Mademoiselle Dubois, avez-vous autre chose? Oui, votre honneur. Manon sortit le courriel. Ceci est un courriel de Monsieur Mercier, l'homme qui accuse mon père, adressé à mon père. Il date du 20 février. Soit 3 semaines avant la disparition de l'argent. Dans ce courriel, Monsieur Mercier exprime son souhait de récupérer son argent. Il dit que le partenariat ne fonctionne pas et qu'il veut dissoudre la société. Elle leva vers le juge un regard passionné. Vous ne voyez pas, votre honneur? Monsieur Mercier voulait son argent. Il l'a écrit lui-même. Et s'il avait retiré lui-même son argent de la banque avant d'en faire porter le chapeau à mon père? Mon père irait en prison, et Monsieur Mercier aurait son argent,
et il pourrait même lui réclamer des dommages et intérêts. La salle bruissa de nouveau de chuchotements. Ordre. Le juge Leclerc frappa son marteau. Il se tourna vers les procureurs. Maître Vidal, Maître Leroy, aviez-vous connaissance de ce courriel? Maître Vidal parut embarrassé. Votre honneur, ce courriel n'est pas pertinent. Monsieur Mercier était en droit de vouloir mettre fin à leur collaboration. Cela ne prouve en rien. Cela prouve immobile, l'interrompit Manon, oubliant les règles de procédure. Cela prouve que monsieur Mercier avait une raison de prendre son propre argent et d'accuser mon père. Mademoiselle Dubois, intervint doucement le juge Leclerc. Veuillez attendre qu'on vous interroge avant de prendre la parole. Mais il se tourna de nouveau vers les procureurs. Elle n'a pas tort. Ce courriel établit la volonté de monsieur Mercier de rompre la relation d'affaires. Corroboré par les éléments de chronologie qui disculpent monsieur Dubois. Je suis très curieux d'entendre la déposition de monsieur Mercier. Maître Leroy se leva. Votre honneur, monsieur Mercier est notre principal témoin. Sa déposition est prévue cet après-midi. Il pourra tout clarifier. Je n'en doute pas, dit le juge. Il regarda Manon. Mademoiselle Dubois, autre chose? Manon acquiesça. Juste une dernière chose, votre honneur. Mon père est l'homme le plus intègre que je connaisse. Jamais il ne volerait, pas même un euro. Il m'a appris que l'honnêteté prime sur l'argent. Que la réputation et la parole donnée sont les seules vraies richesses. Un homme qui inculque de tels principes à sa fille ne les bafouerait pas pour de l'argent. C'est impensable. Sa voix se brisa légèrement. Mon père est innocent. Tout ce que je vous demande, c'est d'examiner les preuves. De les examiner vraiment. Ne laissez pas un innocent aller en prison. Je vous en supplie. Un silence total se fit dans la salle. Le juge Leclerc observa Manon un long moment. Il y avait dans son regard un mélange de respect et de tristesse. Maître Vidal, dit le juge. Vous pouvez contre-interroger le témoin. Maître Vidal se leva lentement et s'approcha de Manon avec un sourire suffisant. Il était convaincu de pouvoir la déstabiliser en quelques questions. Ce n'était qu'une enfant. Mademoiselle Dubois, commença-t-il d'une voix mielleuse. Vous aimez tendrement votre père, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et vous seriez prête à tout pour l'aider? Oui, monsieur. N'est-il donc pas possible que votre désir de l'innocenter vous fasse voir ce que vous voulez voir? Que vous soyez si désespéré que vous inventiez des preuves qui n'existent pas? Manon le fixa droit dans les yeux. Non, monsieur. Je n'invente rien. Les documents sont authentiques. Le relevé de carte est authentique. Le courriel est authentique. Et j'étais bien à cette rencontre parent-professeur avec mon père. Ce sont des faits, pas des inventions. Le sourire de maître Vidal se crispa. Mais vous n'êtes pas graphologue. Vous ne pouvez pas savoir avec certitude si cette signature est un faux. Peut-être pas avec une certitude scientifique, concéda Manon. Mais je connais l'écriture de mon père mieux que personne. Et cette signature me paraît suspecte. Vous pourriez mandater un expert si vous teniez vraiment à la vérité. Quelques rires étouffés se firent entendre dans l'assistance. Le visage de maître Vidal s'empourpra. Et ce ticket de carte. Qu'est-ce qui nous prouve que votre père ne vous a pas simplement confié sa carte pendant qu'il se rendait à la banque? Parce que j'étais avec lui, affirma Manon avec aplomb. Assise à côté de lui au café. Je buvais mon chocolat chaud, il buvait son café. Nous n'avons pas quitté l'établissement. Maître Vidal posa encore quelques questions, mais Manon répondit à tout. Elle ne s'embrouilla pas, ne se contredit pas. Elle s'en tint à la simple vérité. Finalement, Maître Vidal jeta l'éponge. Je n'ai pas d'autres questions, lança-t-il en regagnant sa place, l'air dépité. Vous pouvez disposer, mademoiselle Dubois, dit le juge Leclerc. Manon descendit de la barre et retourna s'asseoir près de tante Sylvie. Maintenant que la tension retombait, son corps entier était pris de tremblement. Tante Sylvie lui saisit la main et la serra, des larmes de fierté coulant sur ses joues. Tu as été formidable, lui chuchota-t-elle. Le juge Leclerc s'adressa à l'Assemblée. Suspension d'audience de 15 minutes. À la reprise, nous entendrons monsieur Nicolas Mercier. Pendant la suspension,
La salle d'audience était en effervescence. Les journalistes se ruaient dehors pour téléphoner. Des petits groupes se formaient, commentant à voix basse l'événement. Manon resta assise avec tante Sylvie, ses mains encore secouées par la décharge d'adrénaline. « Tu as été si forte, mon ange », répétait tante Sylvie en l'enlaçant. « Tellement forte. » L'avocat de Stéphane, maître Moreau, s'approcha, un air à la fois stupéfait et plein d'espoir sur le visage. « Mademoiselle Dubois, c'était prodigieux. Vraiment prodigieux. Vous nous avez redonné une chance. Vous croyez que le juge m'a cru ? Demanda Manon, anxieuse. Je crois qu'il vous prend très au sérieux. Plus que je ne l'aurais imaginé, pour être franc. Maître Moreau jeta un œil vers les procureurs, qui discutaient âprement dans un coin. Et je crois que Maître Vidal est dans ses petits souliers, ce qui est de très bon augure. Manon regarda son père, assis à la table de la défense. Un garde se tenait près de lui, mais Stéphane s'était retourné pour la regarder. Son visage était baigné de larmes, mais il souriait, un vrai sourire, pour la première fois depuis des mois. Il posa la main sur son cœur et articula « Je suis si fier de toi ». Une douce chaleur envahit Manon. Quoi qu'il advienne, son père savait qu'elle s'était battue pour lui. Qu'elle croyait en lui. Les 15 minutes filèrent. L'huissier annonça « La cour ». Chacun se leva tandis que le juge Leclerc regagnait son siège. Une fois le juge assis, l'assistance fit de même. Nous allons maintenant entendre la déposition du principal témoin de l'accusation, déclara le juge Leclerc. Huissier, introduisez monsieur Nicolas Mercier. Les portes de la salle s'ouvrirent et monsieur Mercier entra. Il était tel que Manon se le rappelait, grand, sûr de lui, vêtu d'un costume gris impeccable qui valait sans doute plusieurs mois de salaire de son père. Ses cheveux gris étaient tirés à 4 épingles. Ses souliers luisaient. Sa montre en or brillait sous les néons. Mais tandis qu'il s'avançait vers la barre, Manon perçut une faille. Sa confiance en lui semblait moins assurée que d'habitude. Son regard balayait nerveusement la salle. Quand il croisa celui de Manon, sa mâchoire se contracta. Il sait, songea Manon. Il sait que j'ai le courriel. Il sait pour la rencontre parent-professeur. Il a peur. L'huissier fit prêter serment à monsieur Mercier, qui s'installa à la barre en rajustant sa cravate. Maître Vidal se leva pour l'interroger. Monsieur Mercier, veuillez décliner vos noms, prénoms et professions pour le procès-verbal. Nicolas Mercier. Homme d'affaires et investisseur. Je suis propriétaire de plusieurs biens immobiliers et sociétés dans la région. Et vous étiez associé à l'accusé, Stéphane Dubois? Oui. Malheureusement. La voix de monsieur Mercier était posée, bien rodée. J'accordais à monsieur Dubois une confiance absolue. Cette confiance a été bafouée. Expliquez à la cour ce qui s'est passé. Monsieur Mercier soupira théâtralement, comme accablé par le chagrin. J'ai rencontré Stéphane il y a environ 1 an. Il était comptable, et j'ai été impressionné par ses compétences. Je lui ai proposé de monter une affaire ensemble, service financier Mercier et Dubois. J'ai personnellement investi 50 000 € pour le démarrage. La mission de Stéphane était de gérer ses fonds en bon père de famille. Il marqua une pause, secouant la tête. Les 2 premiers mois, tout paraissait normal. Puis j'ai commencé à noter des anomalies. Stéphane se montrait évasif sur la situation financière. Il refusait de me présenter des comptes détaillés. Quand j'ai insisté, il s'est montré agressif. Quelle a été la suite? L'incita maître Vidal. Le 20 mars, je suis allé consulter le compte de la société. Les 50 000 € s'étaient volatilisés. Disparus. Quand j'ai demandé des explications à Stéphane, il a prétendu n'être au courant de rien. Mais la banque m'a fourni des ordres de retrait portant sa signature. Il avait pris mon argent. Quel a été votre sentiment? Dévasté. Trahi. J'avais fait confiance à cet homme. Je lui avais offert une chance de construire quelque chose de grand, et il m'a volé. La voix de monsieur Mercier était empreinte de douleur et de tristesse. Dans l'assistance, plusieurs personnes hochèrent la tête avec compassion. Monsieur Mercier était un excellent comédien, se dit Manon. Il sonnait parfaitement juste. Je n'ai pas d'autres questions, conclut maître Vidal en se rasseyant, l'air satisfait.
Le juge Leclerc se tourna vers Maître Moreau. La défense souhaite-t-elle procéder au contre-interrogatoire? Maître Moreau se leva, plus assuré que jamais. Oui, votre honneur. Certainement. Il s'approcha de Monsieur Mercier, le dossier de Manon à la main. Monsieur Mercier, vous parlez d'anomalies dans les comptes. Pouvez-vous préciser la nature de ces anomalies? Monsieur Mercier s'agita sur son siège. Des choses qui ne collaient pas. Des dépenses excessives, des mouvements de fonds suspects. Mais vous n'en avez jamais fait état à la police dans votre déposition initiale, n'est-ce pas? Eh bien, j'étais focalisé sur le principal, le vol. Je vois. Maître Moreau sortit un document. Monsieur Mercier, je vous présente la pièce C de la défense. Il s'agit d'un courriel que vous avez adressé à Monsieur Dubois le 20 février. Veuillez lire le passage surligné pour la cour. Le visage de Monsieur Mercier se décolora. Il prit le papier et lut d'une voix blanche, ce partenariat ne correspond pas à mes attentes. Je vais devoir récupérer prochainement mon investissement initial. Vous vouliez récupérer votre argent, souligna Maître Moreau. 3 semaines avant d'accuser Monsieur Dubois de l'avoir volé. Ce n'est pas. Je voulais dire, à terme, lors de la dissolution en bonne et due forme de la société. Mais vous n'avez pas dissous la société en bonne et due forme, n'est-ce pas? Vous avez retiré votre argent et rejeté la faute sur Monsieur Dubois. Objection. Bondit Maître Vidal. Spéculation et pression sur le témoin. Accueilli, dit le juge Leclerc. Maître Moreau, reformulé. Monsieur Mercier, avez-vous retiré ces 50 000 € du compte? Non. Catégoriquement non. Le ton de Monsieur Mercier monta. Alors qui? C'est Stéphane Dubois. Les registres bancaires le prouvent. Maître Moreau brandit un autre document. Les registres indiquent que le retrait a eu lieu le 15 mars à 14h30. Où vous trouviez-vous à ce moment-là? Je ne m'en souviens pas. C'était il y a des mois. Vous ne vous en souvenez pas? Il s'agit de 50 000 € vous appartenant, le jour même de leur disparition. Et vous ne savez plus où vous étiez? Le visage de Monsieur Mercier virait au rouge. J'étais sans doute sur l'un de mes chantiers. Je possède plusieurs immeubles. Je suis très occupé. Vous n'avez donc pas d'alibi pour l'heure du vol. Je n'ai pas besoin d'alibi. Je suis la victime. Vraiment? La voix de Maître Moreau était acérée. Parce que Monsieur Dubois, lui, a un alibi. Il était à l'école de sa fille pour une rencontre parents-professeurs. Étage 17 minutes après le retrait, sa carte bancaire a été utilisée dans un café jouxtant l'établissement. Il a un ticket de caisse. Il a des témoins. Il était à des lieux de la banque. La salle s'agita de nouveau. Les yeux de Monsieur Mercier s'écarquillèrent. C'est impossible, bégaya-t-il. L'est-ce? Ou est-ce impossible parce que c'est vous qui avez opéré le retrait? Objection. Maître Vidal était de nouveau debout. Votre honneur, enchaîna vivement Maître Moreau. La défense soutient que Monsieur Mercier avait le mobile, les moyens et l'occasion de piéger Monsieur Dubois. Il voulait son argent, son propre courriel le prouve. Il avait accès au compte. Et il n'a aucun alibi pour leurs défaits. Le juge Leclerc se pencha, son regard pénétrant fixé sur Monsieur Mercier. Monsieur Mercier, je vous demande de bien réfléchir avant de répondre à ma prochaine question. Avez-vous imité la signature de Stéphane Dubois sur cet ordre de retrait? Un silence de mort tomba sur la salle. Chacun retint son souffle. Le visage de Monsieur Mercier était écarlate. Des gouttes de sueur perlaient à son front. Ses mains se crispaient sur les accoudoirs du fauteuil. Non. Je ne l'ai pas fait. Mais sa voix était mal assurée. Il n'avait plus l'air si confiant. Le juge Leclerc l'observa un long moment. Monsieur Mercier, un faux témoignage sous serment devant ma cour constitue un parjure. Le parjure est un crime passible d'une peine d'emprisonnement. Avez-vous bien compris? Monsieur Mercier déglutit avec peine. Son masque d'homme d'affaires imperturbable se lézardait. Son regard fuyait vers la porte, comme s'il cherchait une issue. Monsieur Mercier, insista le juge. Je vous le demande une dernière fois.
Avez-vous pris cet argent? Le silence s'étira. 5 secondes. 10 secondes. 15 secondes. Les mains de Monsieur Mercier tremblaient. Son visage était passé du rouge au blême. Il semblait sur le point de défaillir. Commença-t-il. L'assistance se tendit. Reprit Monsieur Mercier. Puis, soudain, ses épaules s'affaissèrent. Toute trace de combativité avait disparu. Il prit sa tête entre ses mains. Oui, chuchota-t-il. La salle explosa. Exclamations, cris. Les journalistes se levèrent d'un bond. L'huissier dut crier pour rétablir le calme. Le juge Leclerc abattit son marteau à plusieurs reprises. Ordre. Ordre dans ce tribunal. Monsieur Mercier gardait le visage caché, ses épaules secouées de soubresauts. Quand il releva enfin la tête, des larmes striaient ses joues. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de culpabilité, de honte et de défaite. Oui, répéta-t-il plus fort, la voix brisée. Oui, j'ai pris l'argent. J'ai imité la signature de Stéphane. Je l'ai piégé. Manon crut que son cœur allait sortir de sa poitrine. Elle saisit la main de tante Sylvie et la serra. Des larmes coulaient sur leurs deux visages. Stéphane avait la main devant la bouche, tout son corps secoué de sanglots de soulagement. Le visage du juge Leclerc était dur et courroucé. Monsieur Mercier, expliquez-vous. Pourquoi avoir piégé un innocent? Monsieur Mercier s'essuya les yeux. Toute son assurance s'était envolée. Il paraissait petit et pitoyable. J'étais couvert de dettes, dit-il à voix basse. De mauvais placements. Je devais une forte somme à des gens peu recommandables. J'avais besoin de ces 50 000 €, mais il me fallait. Il me fallait plus. J'ai pensé qu'en faisant accuser Stéphane, je pourrais lui réclamer des dommages et intérêts, peut-être obtenir de l'argent de sa famille. Et mes créanciers penseraient que l'argent avait été volé, ils me laisseraient tranquille. Il regarda Stéphane avec une lueur de remords. Je suis désolé. Tellement désolé. Vous m'aviez fait confiance, et j'ai ruiné votre vie. J'ai ruiné la vie de votre fille. Tout ça par lâcheté, parce que j'étais incapable d'assumer mes erreurs. Le silence était revenu, seulement troublé par quelques pleurs. Des larmes de joie, de colère, de tristesse. La voix du juge Leclerc était glaciale. Huissier, placez Monsieur Mercier en détention. Il est arrêté pour parjure, escroquerie et vol. Maître Vidal, Maître Leroy, vous engagerez immédiatement une procédure de non-lieu à l'encontre de Stéphane Dubois. Bien, votre honneur, répondit sobrement Maître Vidal, l'air confus et penaud. L'huissier menotta Monsieur Mercier. En l'emmenant, il adressa un dernier regard à Manon. Vous êtes une fille courageuse, dit-il doucement. Plus que je ne le serai jamais. Puis il disparut. Le juge Leclerc abattit son marteau une dernière fois. Toutes les charges retenues contre Stéphane Dubois sont levées, annonça-t-il. Monsieur Dubois, vous êtes libre. La Cour vous présente ses excuses pour l'injustice que vous avez subie. La salle éclata en applaudissements. Les gens se levèrent, acclamant, certains pleurant. Les journalistes se précipitèrent dehors. Stéphane se leva lentement, comme s'il peinait à réaliser. L'huissier lui retira les menottes. Pour la première fois depuis des mois, Stéphane était libre. Papa! Cria Manon. Elle quitta son siège et courut vers lui. Manon! La voix de Stéphane se brisa tandis qu'il lui ouvrait les bras. Manon se blottit contre lui, l'enlaçant de toutes ses forces. Stéphane s'agenouilla et la serra contre lui, sanglotant dans ses cheveux. Tu as réussi, ma puce, pleura-t-il. Tu m'as sauvé. Tu nous as sauvés. Je t'aime, papa, dit Manon à travers ses larmes. Je t'aime si fort. Moi aussi, mon trésor, plus que tout au monde. Ils restèrent enlacés sous le regard de l'assistance, dont beaucoup s'essuyaient les yeux. Même le juge Leclerc dut ôter ses lunettes pour tamponner ses yeux avec un mouchoir. Tante Sylvie les rejoignit, pleurant et riant à la fois. Dieu soit loué. Tu es sain et sauf. Maître Moreau s'approcha, arborant un sourire radieux. Monsieur Dubois, votre fille est exceptionnelle.
Elle a réussi là où j'ai échoué. Elle a fait éclater la vérité. Stéphane recula et regarda Manon, lui prenant le visage entre ses mains. Tu es mon héroïne, Manon. Tu le sais? Tu es la personne la plus courageuse, la plus intelligente, la plus formidable que je connaisse. Le juge Leclerc s'éclaircit la voix. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il était debout, les dominants de son estrade. Mademoiselle Dubois, dit-il, son visage austère s'adoucissant presque en un sourire. Veuillez approcher. Manon s'avança, de nouveau nerveuse. Avait-elle commis une erreur? Le juge Leclerc la regarda avec des yeux chaleureux et bienveillants. Jeune fille, en 32 ans de magistrature, j'ai vu défiler des centaines d'avocats. Des bons, des mauvais, des médiocres. Mais jamais, au grand jamais, je n'ai vu quelqu'un se battre pour la justice avec une telle ferveur. Il marqua une pause, la voix chargée d'émotion. Vous avez cru en la vérité quand tous les autres doutaient. Vous avez accompli le travail ingrat que d'autres, par paresse ou par peur, n'ont pas fait. Vous vous êtes dressé dans ce prétoire, armé seulement de l'amour pour votre père et d'un dossier de preuves, et vous avez refusé de vous laisser intimider. Le juge se pencha. La loi vous interdit d'être avocate. Mais dans votre cœur, dans votre âme, vous portez un sens de la justice plus grand que celui de bien des avocats. Si vous continuez d'étudier, d'apprendre, de chérir la vérité et l'équité comme vous le faites, vous pourriez un jour être à ma place. Vous pourriez être avocate, ou juge, ou tout ce que vous désirerez, et vous seriez extraordinaire. Manon sentit les larmes lui monter aux yeux. Merci, votre honneur. Non, mademoiselle Dubois, c'est moi qui vous remercie. Vous m'avez rappelé la raison pour laquelle j'ai choisi ce métier. Révéler la vérité, protéger les innocents, servir la justice. Il sourit, un vrai sourire chaleureux. N'éteignez jamais cette flamme qui est en vous. Le monde a besoin de gens comme vous. Manon hocha la tête, la gorge nouée. Le juge Leclerc s'adressa une dernière fois à l'Assemblée. Que cette affaire nous serve de leçon. Parfois, la plus humble des voix porte la plus grande des vérités. Parfois, un enfant voit ce qui échappe aux adultes. Et parfois, l'amour et la détermination triomphent de la corruption et du mensonge. Il frappa doucement son marteau. L'audience est levée. Le perron du palais de justice était assiégé par les journalistes à leur sortie. Les flashs crépitaient. Les micros se tendaient. Monsieur Dubois, quel est votre sentiment? Manon, comment avez-vous su que votre père était innocent? Quels sont vos projets? Stéphane serrait fort la main de Manon. Il s'arrêta au milieu des marches et fit face aux caméras. Je voudrais dire quelque chose, annonça-t-il, la voix encore enrouée. Pendant 7 mois, j'ai vécu un cauchemar. J'étais innocent, mais personne ne me croyait. Je pensais tout perdre. Ma liberté, ma fille, ma vie. Il baissa les yeux vers Manon avec une tendresse infinie. Mais cette petite fille n'a jamais douté de moi. Quand tous les autres avaient baissé les bras, elle s'est battue. Elle a mené son enquête. Elle a trouvé la vérité. Une enfant de 11 ans a fait ce que des professionnels aguerris n'ont pas su ou pas voulu faire. Sa voix se fit plus forte. Si je suis libre aujourd'hui, c'est parce que ma fille m'a assez aimé pour se battre pour moi. Elle est la personne la plus forte et la plus courageuse que je connaisse. Et je tâcherai, le reste de ma vie, d'être le père qu'elle mérite. Les journalistes prenaient des notes fébrilement. Les flashs redoublèrent. Un journaliste interpella Manon. « Manon, que veux-tu dire ?» Manon regarda les caméras, les micros. Elle repensa à tout ce qui s'était passé. La peur, le chagrin, la solitude, les efforts, l'instant où Monsieur Mercier avait avoué. Je veux juste dire que si vous aimez quelqu'un, il ne faut jamais l'abandonner. Quand on me disait que mon père était coupable, je n'y ai pas cru, parce que je le connais. Je connais son cœur, et l'amour m'a aidé à voir la vérité. Elle fit une pause, pensant aux autres enfants qui verraient peut-être ce reportage. Des enfants dont les parents étaient peut-être en difficulté. Si quelqu'un que vous aimez est victime d'une injustice, ne restez pas à pleurer. Agissez. Posez des questions. Cherchez des réponses. Même si on est un enfant, notre voix compte. La vérité compte. Et parfois, les plus petits peuvent faire les plus grandes choses.
Les journalistes applaudirent. Certains avaient les larmes aux yeux. Alors qu'ils descendaient les dernières marches vers la voiture de tante Sylvie, des passants les interpellèrent, « Dieu vous bénisse, petite. Vous êtes une héroïne, ma puce. Votre fille est admirable, monsieur. » Admirable. Ce soir-là, Stéphane et Manon regagnèrent leur appartement pour la première fois depuis des mois. Il était froid et poussiéreux, mais c'était leur foyer. Stéphane ouvrit la porte, puis souleva Manon et la porta à l'intérieur. « On est à la maison, mon cœur, murmura-t-il. Enfin à la maison. » Ils passèrent la soirée à ranger, à discuter, à rire, heureux d'être enfin réunis. Stéphane cuisina un bœuf bourguignon, le plat préféré de Manon. Ils dînèrent à leur petite table de cuisine, et ce fut le meilleur repas de la vie de Manon. Après le dîner, Stéphane coucha Manon dans son lit. Il s'assit au bord, comme autrefois, et lui prit la main. « Papa, dit doucement Manon. »« Oui, mon trésor. »« Qu'est-ce qui va arriver à monsieur Mercier ?» Stéphane soupira. « Il sera jugé. Il ira sans doute en prison pour un bon moment. Ce qu'il a fait est très grave. » « Tu le hais ?» Stéphane réfléchit un instant. « Je suis en colère. Il a failli nous détruire. Mais la haine. La haine est un sentiment qui consume. Je préfère consacrer mon énergie à t'aimer et à reconstruire notre vie. » Il écarta une mèche du front de Manon. « Monsieur Mercier a fait des choix désastreux par peur et par désespoir. J'espère qu'il en tirera une leçon. Qu'il deviendra meilleur. Mais surtout, j'espère qu'on pourra tourner la page et oublier tout ça. » « Moi aussi, dit Manon en bâillant. Stéphane sourit. « Tu dois être sur les genoux. Tu as mené un procès aujourd'hui. » C'était un peu fatigant, admit Manon en riant. Stéphane se pencha et l'embrassa sur le front. « Dors bien, ma vaillante fille. Demain est un autre jour. Un nouveau départ. » Il allait se lever, mais Manon lui retint la main. « Papa, tu veux bien prier avec moi ?» Comme avant. Les yeux de Stéphane s'humectèrent de nouveau, mais de larmes de joie cette fois. « Bien sûr, mon ange. Bien sûr. » Il s'agenouilla près du lit et lui tint la main comme il l'avait fait 1000 fois. « Merci, » pria doucement Stéphane, « de nous avoir protégés. Merci d'avoir donné à Manon le courage et le discernement. Merci d'avoir fait triompher la vérité. Merci de nous avoir ramenés chez nous. Et merci, » ajouta Manon, « de ne jamais avoir perdu espoir, même dans les moments les plus durs. S'il te plaît, aide monsieur Mercier à devenir meilleur. Et aide les autres familles qui traversent des épreuves comme la nôtre. Amen, dirent-ils à l'unisson. Stéphane ajusta la couverture sur Manon et l'embrassa une dernière fois. Je t'aime, mon cœur. Fais de beaux rêves. Je t'aime aussi, papa. Bonne nuit. Stéphane éteignit la lumière et s'apprêtait à sortir, mais il s'arrêta sur le seuil et la regarda une dernière fois. Sa fille, son héroïne, endormit paisiblement dans son lit, enfin en sécurité, enfin chez elle. La vie reprit peu à peu son cours, mais en mieux. Stéphane fut réintégré dans son cabinet comptable. Son directeur lui présenta ses excuses et lui accorda même une promotion. « Nous aurions dû nous douter que vous étiez incapable d'une telle chose, » lui dit-il. « Vous êtes l'homme le plus droit que je connaisse. » L'histoire de la victoire de Manon fit le tour du pays. Des articles lui furent consacrés. Elle fut invitée dans des écoles et des associations. On la surnommait « la petite avocate » ou « l'enfant justicière ». Mais Manon ne prit pas la grosse tête. Elle continua d'aller en classe, de faire ses devoirs, d'être une enfant comme les autres. Même si ses camarades la traitaient désormais en vedette et qu'elle avait plus d'amis que jamais. Un samedi après-midi, on frappa à leur porte. Stéphane ouvrit. C'était le juge Leclerc, en civil, vêtu d'un pantalon de toile et d'un pull bleu. Il avait l'air différent, plus d'un grand-père que d'un magistrat austère. « Juge Leclerc, » dit Stéphane, surpris. « Entrez, je vous en prie. » Le juge entra et sourit à Manon, qui faisait ses devoirs sur la table de la cuisine. « Bonjour, mademoiselle Dubois. J'espère ne pas vous déranger. »« Pas du tout, votre honneur, » dit Manon en se levant. « Je vous en prie, en dehors de la cour, appelez-moi monsieur Leclerc. »
Il sortit un livre de sa sacoche. Je vous ai apporté quelque chose. J'ai pensé que cela vous intéresserait. C'était un ouvrage volumineux intitulé « Les grandes affaires criminelles de l'histoire de France ». La couverture était illustrée d'une gravure ancienne d'un procès. J'ai lu ce livre pendant mes études de droit, expliqua le juge Leclerc. Il relate des histoires de gens qui se sont battus pour la justice contre vent et marée. Des gens qui ont refusé de baisser les bras, tout comme vous. J'ai pensé que ce serait une source d'inspiration. Manon prit le livre avec déférence, comme un objet précieux. Merci infiniment, monsieur Leclerc. Je le lirai de la première à la dernière page. Le juge sourit. Je n'en doute pas une seconde. Il se tourna vers Stéphane. Monsieur Dubois, vous avez une fille exceptionnelle. Je le pensais sincèrement au tribunal. Si elle souhaite s'orienter vers le droit ou la justice, un brillant avenir s'offre à elle. Elle peut devenir ce qu'elle veut, dit fièrement Stéphane en passant un bras autour des épaules de Manon. Et quelle que soit sa voie, je la soutiendrai sans réserve. Le juge Leclerc hocha la tête, satisfait. Très bien. Très bien. Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. Ah, et sachez que monsieur Mercier a plaidé coupable pour tous les chefs d'accusation. Il purgera une peine de 8 ans de prison et a accepté de vous dédommager intégralement, y compris pour vos frais de justice et votre manque à gagner. Les sourcils de Stéphane se haussèrent. Je ne m'y attendais pas. La justice, dit simplement le juge. La vraie justice. Grâce à votre fille, la vérité a éclaté et le coupable est puni. C'est ainsi que le système devrait toujours fonctionner. Après le départ du juge, Manon s'installa sur le canapé avec son nouveau livre. Stéphane s'assit près d'elle. « Papa, demanda Manon. Tu crois que je devrais devenir avocate plus tard ? Stéphane réfléchit un instant. Je crois que tu devrais faire ce qui te rendra heureuse, mon trésor. Avocate, institutrice, médecin, artiste. Quoi que tu choisisses, tu excelleras, parce que tu as quelque chose de spécial en toi. Du courage, de la compassion, et l'amour de la vérité. Avec ces qualités, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Manon posa sa tête sur l'épaule de son père. Je crois que j'ai envie d'être avocate, ou juge. Pour aider les autres, comme tu m'as aidé, comme le juge Leclerc aide les gens. Alors c'est ce que tu feras, dit Stéphane en lui embrassant le sommet du crâne. Et quand tu seras un jour dans un prétoire, à défendre un justiciable, je serai dans la salle, à te regarder en pensant, c'est ma fille. Ma fille courageuse, brillante, magnifique, qui m'a un jour sauvé la vie. Manon sourit. On s'est sauvé l'un l'autre, papa. C'est ça, la famille. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à suivre ce récit que j'en ai eu à le créer. N'hésitez pas à aimer, partager et commenter les leçons que vous en avez tirées. Dites-moi dans les commentaires d'où vous nous suivez. À très bientôt pour une nouvelle.